Bonjour tout le monde, on va continuer la lecture du Testament d'un excentrique de Jules Verne et on en était au chapitre 2. And before I get started properly, I'd like to apologize for the pronunciation of the English names because A, I'm not sure what they should sound like, and B, I find it really difficult to slip from speaking French to having an English pronunciation bang in the middle, so it might be a little bit odd. On that note, let's get started. Chapitre 2. William J. Hipperbone. De ce que messieurs James T. Davidson, Gordon S. Allen, Harry B. Andrews, John I. Dickinson, George B. Higginbotham, Thomas R. Carlyle ont été cités parmi les honorables groupes des personnages qui marchaient immédiatement derrière le char, il ne faudrait pas en induire qu'ils fussent les membres les plus en vue de l'Eccentric Club. De fait, à vrai dire, ce qu'il y avait seulement d'excentrique dans leur manière de vivre en ce bas monde, c'était d'appartenir au dit club de Mohawk Street. Peut-être ces considérables fils de Jonathan, enrichis dans les multiples et fructueuses affaires de terrain, de salaison, de pétrole, de chemin de fer, de mines, d'élevage, d'abattage, avaient-ils eu l'intention d'épater leurs compatriotes des 51 États de l'Union, le Nouveau et l'Ancien Monde, par des extravagances ultra-américaines. Mais leur existence, publique ou privée, il faut en convenir, n'offrait rien qui fût de nature à les signaler à l'attention de l'univers. Ils étaient là une cinquantaine, valant un gros chiffre d'impôts, payant une cotisation élevée, sans relation suivie avec la société chicagoise, très assidus à leur salon de lecture et de jeu, y lisant nombre de journaux et de revues, y jouant plus ou moins gros jeux comme dans tous les cercles, et se disant parfois, à propos de ce qu'ils avaient fait dans le passé et de ce qu'ils faisaient dans le présent, « Décidément, nous ne sommes pas du tout, mais pas du tout excentriques. » Cependant, l'un des membres semblait montrer plus que ses collègues quelque disposition à l'originalité. Quoiqu'il ne se fût pas encore distingué par une série de bizarreries retentissantes, on croyait pouvoir compter que, dans l'avenir, il finirait par justifier le nom prématurément porté par le célèbre club. Or, par malheur, William J. Hipperbone venait de mourir. Il est vrai, ceux qu'il n'avait jamais fait de son vivant ont dû reconnaître qu'il venait de le faire d'une certaine façon après sa mort, puisque c'était par son expresse volonté que ses funérailles s'accomplissaient ce jour-là au milieu de l'allégresse générale. Feu William J. Hipperbone, à l'époque où s'était brusquement terminée son existence, n'avait pas dépassé la cinquantaine. À cet âge, c'était un bel homme, haut de taille, large d'épaules, fort de buste, d'assez raide attitude, non sans une certaine élégance, une certaine noblesse. Il avait les cheveux châtains, qu'il tenait ras, une barbe en éventail, dont les soyeux fils d'or se mélangeaient de quelques fils d'argent, les yeux bleus sombres, allumés d'une prunelle ardente sous d'épais sourcils, la bouche, avec son mobilier dentaire au complet, un peu serrée des lèvres, dont les commissures se relevaient légèrement, signe d'un tempérament enclin à la raillerie et même au dédain. Ce superbe type de l'Américain du Nord jouissait d'une santé de fer. Jamais un médecin n'avait tâté son pouls, examiné sa langue, regardé sa gorge, palpé sa poitrine, écouté son cœur, ni pris au thermomètre la température de son corps. Et cependant, les médecins ne manquent point à Chicago, non plus que les dentistes, tous d'une grande habileté professionnelle, mais qui n'avaient pas eu l'occasion de l'exercer à son égard. On aurait donc pu se dire qu'aucune machine, fût-elle de la force de 100 docteurs, n'aurait été capable de le tirer de ce monde pour le transporter dans l'autre. Et pourtant, il était mort. Mort sans l'aide de la faculté. Et c'est parce qu'il avait passé 2 vies à trépas que son char funéraire stationnait alors devant la porte d'Oakswood Cemetery. Pour compléter le portrait du personnage physique par le portrait du personnage moral, il convient d'ajouter que William J. Hipperbone était d'un tempérament très froid, très positif, et qu'en toutes circonstances, il demeurait très maître de lui. S'il trouvait que la vie a du bon,
c'est qu'il était philosophe. Et en somme, la philosophie est d'un usage facile lorsqu'une grande fortune, l'exemption de tout souci de santé et de famille, permettent d'unir la bienveillance à la générosité. On se demandera donc s'il était logique d'attendre quelque acte excentrique d'une nature aussi pratique et aussi pondérée. Y avait-il eu dans le passé de cet Américain un fait de nature à le laisser croire ? Oui, un seul. À l'âge de 40 ans, William J. Hipperbone avait eu la pensée d'épouser en légitime noces la plus authentique centenaire du nouveau continent, dont la naissance datait de 1781, le jour même où, pendant la Grande Guerre, la capitulation de Lord Cornwallis obligea l'Angleterre à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Or, au moment où il allait la demander en mariage, la digne Miss Antonia Burgoyne fut enlevée dans un accès d'enfantine coqueluche. William J. Hipperbone n'eut donc pas le temps d'être agréé. Toutefois, fidèle à la mémoire de la vénérable demoiselle, il resta célibataire, et cela peut bien passer pour une belle et bonne excentricité. Dès lors, plus rien ne pouvait troubler sa vie, car il n'était pas de cette école du grand poète qui s'est avancé jusqu'à dire en vers magnifiques « Ô mort, sombre déesse où tout rentre et s'efface, accueille tes enfants dans ton sein étoilé, affranchis-les du temps, du nombre, de l'espace, et rends-leur le repos que la vie a troublé. » Au vrai, pourquoi William J. Hipperbone eût-il songé à invoquer la sombre déesse ? Le temps, le nombre, l'espace l'avaient-ils jamais gêné ici-bas ? Est-ce que tout ne lui avait pas réussi en ce monde ? Est-ce qu'il n'était pas le grand favori de la chance qu'il avait toujours et partout comblé de ses faveurs ? À 25 ans, jouissant déjà d'une certaine fortune, il avait su la décupler, la centupler, la millupler dans d'heureuses spéculations à l'abri de tout mauvais aléa. Originaire de Chicago, il n'avait eu qu'à suivre le prodigieux développement de cette ville, dont les 47 000 hectares, affirme un voyageur, qui valaient 2 500 $ en 1823, en valent actuellement 8 milliards. Ce fut donc dans des conditions faciles, en achetant à bas prix, en revendant à haut prix des terrains dont quelques-uns trouvèrent acquéreurs à 2 et 3 000 $ le yard superficiel pour la construction de maisons à 28 étages. Ce fut en y ajoutant diverses parts d'intérêt dans des affaires de railroads, de pétrole, de places, que William J. Hipperbone put s'enrichir de manière à laisser après lui une fortune énorme. En vérité, Miss Antonia Burgoyne avait eu tort de manquer un si beau mariage. Après tout, s'il n'était pas étonnant que l'inexorable mort eût emporté la centenaire à cet âge, il y avait lieu de s'étonner que William J. Hipperbone, pas même demi-centenaire, en pleine vie, en pleine force, fût allé la rejoindre dans un monde qu'il n'avait aucune raison de croire meilleur. Et maintenant qu'il n'était plus, à qui reviendraient les millions de l'honorable membre de l'Eccentric Club ? Tout d'abord, on s'était demandé si ce club ne serait pas institué légataire universel du premier de ses membres qui eût quitté l'existence depuis sa fondation, ce qui engagerait peut-être ses collègues à suivre plus tard cet exemple. Il faut savoir que William J. Hipperbone vivait dans le cercle de Mohawk Street plus que dans son hôtel de LaSalle Street. Il y prenait ses repas, son repos, ses plaisirs, dont le plus vif, ceci est à noter, était le jeu. Non pas les échecs, non pas le jaquet ou le tric-trac, non pas les cartes, ni baccarat, ni 30 et 40, ni lance-quenet, ni le poker, pas davantage le piquet, l'écarté ou le whist, mais celui-là même qu'il avait introduit dans son cercle et auquel il réservait sa préférence. Il s'agit du jeu de loi, le noble jeu plus ou moins renouvelé des Grecs. Impossible de dire à quel point William J. Hipperbone s'y passionnait, passion qui avait fini par gagner ses collègues. Il s'émotionnait à sauter d'une case à l'autre au caprice des dés, à s'élancer doigt en noix pour atteindre le dernier de ses hôtes de basse-cour, à se promener sur le pont, à séjourner dans l'hôtellerie, à se perdre dans le labyrinthe, à tomber dans le puits, à s'emmurer dans la prison, à se heurter à la tête de mort, à visiter les cases du marin, du pêcheur, du porc, du cerf, du moulin, du serpent, du soleil, du casque, du lion, du lapin, du pot de fleurs, etc.
Il va sans dire que, entre ces opulents personnages de l'Eccentric Club, les primes à payer suivant les règles de ce jeu n'étaient pas minces, qu'elles se chiffraient par des milliers de dollars, et que le gagnant, si riche qu'il fût, éprouvait un vif plaisir à empocher la forte somme. Ainsi, depuis une dizaine d'années déjà, William J. Hipperbone passait ses journées à son cercle, se bornant à quelques promenades le long du lac Michigan. Sans jamais avoir eu le goût des Américains pour courir le monde, ses voyages s'étaient bornés aux États-Unis. Donc, pourquoi ses collègues, avec lesquels il n'avait eu que d'excellents rapports, n'hériteraient-ils pas de lui ? N'étaient-ce pas les seuls de ses semblables auxquels il eût été rattaché par les liens de la sympathie et de l'amitié ? N'avait-il pas chaque jour partagé sa passion immodérée du noble jeu de loi, lutté avec lui sur ce terrain où le hasard ménage tant de surprises ? Tout au moins William J. Hipperbone n'aurait-il pas eu la pensée de fonder un prix annuel en l'honneur de celui de ses partenaires qui aurait gagné le plus grand nombre de parties entre le 1er janvier et le 31 décembre ? Il est temps de déclarer que le défunt ne possédait pas de famille, ni héritier direct ou collatéral, ni aucun parent au degré successible. Or, s'il était mort sans avoir disposé de sa fortune, elle irait naturellement à la République fédérale, laquelle, comme n'importe quel État monarchique, l'accepterait sans se faire prier. D'ailleurs, pour savoir ce qui en était des dernières volontés du défunt, il n'y eut qu'à se rendre Sheldon Street, numéro 17, chez maître Thornbrook, notaire, et à lui demander d'abord s'il existait un testament de William J. Hipperbone, ensuite quelles en étaient les clauses et conditions. Messieurs, répondit maître Thornbrook à messieurs George B. Higginbotham, le président, et Thomas R. Carlyle, qui furent délégués à l'étude du grave tabellion. Je m'attendais à votre visite. Elle m'honore, et nous honore également, répondirent en s'inclinant les deux membres du club. Mais, reprit le notaire, avant de s'occuper du testament, il convient de s'occuper des funérailles du défunt. À ce propos, reprit George B. Higginbotham, ne doivent-elles pas être célébrées avec un éclat digne de feu notre collègue ? Je n'ai qu'à me conformer aux instructions de mon client, qui sont contenues dans ce pli, répliqua maître Thornbrook, en montrant une enveloppe dont il avait rompu le cachet. Et ces funérailles seront ? Interrogea Thomas R. Carlyle. À la fois pompeuses et joyeuses, messieurs, avec accompagnement d'instrumentistes et d'orphéonistes, et aussi avec le concours du public qui ne se refusera pas à pousser de gais hurrahs en l'honneur de William J. Hipperbone. Je n'espérais pas moins d'un membre de notre club, repartit le président en approuvant de la tête. Il ne pouvait se faire enterrer comme un simple mortel, ajouta Thomas R. Carlyle. Aussi, reprit maître Thornbrook, William J. Hipperbone a-t-il manifesté sa volonté que la population entière de Chicago fût représentée à ses obsèques par une délégation de 6 membres tirés au sort dans des circonstances spéciales. En vue de ce projet, il avait depuis quelques mois, I'm guessing that's a typo, it says depuis quelques mois, but it should probably be mois, so a few months ago, not peas. Si, spelling matters. En vue de ce projet, il avait depuis quelques mois réuni dans une urne les noms de tous ses concitoyens chicagois des deux sexes, compris entre 20 et 60 ans. Hier, comme ses instructions m'en faisaient le devoir, j'ai procédé à ce tirage en présence du maire et de ses adjoints. Puis, aux 6 premiers individus sortis, j'ai donné connaissance, par lettre chargée, des dispositions du défunt, et je les ai invités à prendre rang en tête du cortège, en les priant de ne point se dérober au devoir de lui rendre les honneurs posthumes. « Et ils se garderont bien d'y manquer, s'écria Thomas R. Carlyle, car il y a lieu de croire qu'ils seront très avantagés par le testateur, si même ils ne sont pas institués ses seuls héritiers. » « C'est possible, dit maître Thornbrook, et je n'en serais pas autrement étonné. »« Et quelles conditions devaient remplir ces personnes que le sort allait choisir ?» voulut savoir George B. Higginbotham. « Une seule, répondit le notaire. La condition d'être né et domicilié à Chicago. »« Quoi ? Pas d'autre ? » ?»« Pas d'autre. »« C'est entendu, répondit Thomas R. Carlyle. Et maintenant, à quelle époque, monsieur Thornbrook, devrez-vous ouvrir le testament ? 15 jours après le décès. Dans 15 jours seulement ? Seulement, comme l'indique cette note qui l'accompagne, par conséquent le 15 avril.
Et pourquoi ce délai? Parce que mon client a voulu, avant de mettre le public au courant de ses dernières volontés, que la certitude eût été acquise qu'il était irrévocablement passé de vie à trépas. Un homme pratique, notre ami Hippobone, affirma George B. Higginbotham. On ne saurait trop l'être en ces graves circonstances, ajouta Thomas Carlyle. Et à moins de se faire incinérer, et encore, dit le notaire, risque-t-on d'être brûlé vivant? Sans doute, ajouta le président. Mais cela fait, on est au moins sûr d'être mort. Il n'avait point été question d'incinération pour le corps de William J. Hippobone, et c'était en bière que le défunt avait été déposé sous les draperies du char funèbre. Il va de soi, lorsque la nouvelle du décès de William J. Hippobone s'était répandue dans la ville, qu'elle y avait produit un prodigieux effet. Voici ce qui fut connu dès la première heure. Le 30 mars, dans l'après-midi, l'honorable membre de l'Eccentric Club était assis avec 2 de ses collègues devant la table du noble jeu de loi. Il venait de faire le coup initial, soit 9 amenés par 6 et 3, début des plus heureux, qu'il envoyait à la 56e case. Soudain, sa face se congestionne, ses membres se raidissent. Il veut se lever, il le fait en chancelant, étend les mains, et fût tombé sur le parquet si John I. Dickinson et Harry B. Andrews ne l'eussent reçu dans leurs bras et déposé sur un divan. Il fallait au plus tôt se pourvoir d'un médecin. Il en vint 2. Leur déclaration fut que William J. Hippobone avait succombé à une congestion cérébrale, que tout était fini, et Dieu sait s'ils se connaissaient en mort, le Dr. H. Burnham de Cleveland Avenue et le Dr. S. Buchanan, I don't know how to say that name, et le Dr. S. Buchanan de Franklin Street. 1 heure après, le défunt avait été transporté dans sa chambre à son hôtel, où maître Thornbrook, aussitôt prévenu, était accouru sans perdre un instant. Le premier soin du notaire fut d'ouvrir celui des plis qui renfermait les dispositions du défunt relativement à ses obsèques. En premier lieu, il était invité à tirer au sort les 6 personnes qui devaient se joindre au cortège, et dont les noms étaient contenus avec d'autres par centaines de mille dans une urne énorme dressée au centre du hall. Lorsque cette bizarre clause fut connue, on se figure aisément quelle nuée de journalistes assaillirent maître Thornbrook, aussi bien les reporters du Chicago Tribune, du Chicago Inter-Ocean, du Chicago Evening Journal, qui sont républicains ou conservateurs, que ceux du Chicago Globe, du Chicago Herald, du Chicago Times, du Chicago Mail, du Chicago Evening Post, qui sont démocrates ou libéraux, que ceux du Chicago Daily News, du Daily News Record, de la Freie Presse, du Staatszeitung, de Politique indépendante. L'hôtel de la Salle Street ne se désemplit pas de toute la demi-journée. Et ce que ces dénicheurs de nouvelles, ces fournisseurs de faits divers, ces rédacteurs de chroniques sensationnelles, ces reporters, pour ne pas dire ces reportiers, voulaient s'arracher les uns aux autres, ce n'étaient point les détails relatifs à la mort de William J. Hippobone, les causes qu'il avait si inopinément produites au moment du fameux coup de dé de 9 par 6 et 3, non, c'étaient les noms des 6 privilégiés qui allaient sortir de l'urne. Maître Thornbrook, accablé par le nombre, s'en tira en homme éminemment pratique, ce que sont d'ailleurs et à un degré rare la plupart de ses compatriotes. Il offrit de mettre ces noms aux enchères, de les livrer au journal qui les paierait au prix le plus élevé, sous cette réserve que la somme encaissée serait partagée entre 2 des 21 hôpitaux de la ville. Ce fut la tribune qui l'emporta sur ses concurrents. 10 000 $, elle poussa les enchères jusqu'à 10 000 $, après une lutte acharnée contre le Chicago Inter-Ocean. Ils se frottèrent les mains ce jour-là, les administrateurs de Charitable Eye and Ear Illinois Infirmary, 237 W. Adams Street, et ceux de Chicago Hospital for Women and Children, W. Adams Corner, Paulina. There are quite a few typos in this book, so it's not a modern plague. Proofreaders have a really tough job making sure nothing slips through. Mais aussi, quel succès le lendemain pour la puissante feuille et quel bénéfice elle réalisa avec un tirage supplémentaire de 2 500 000 numéros. Il fallut en fournir des centaines de mille aux 51 États dont l'Union se composait à cette époque. Les noms criaient ces porteurs,
les noms de ces mortels heureux entre tous que le scrutin avait choisis parmi la population chicagoise. Ils étaient les 6 chansards, comme on les appela en empruntant cette expression au dictionnaire que l'Académie française finira par enrichir de ce nouveau mot, ou abréviativement les 6. Du reste, la tribune était coutumière de ces audaces tapageuses, et que ne pouvait oser le si bien informé journal de Dearborn et Madison Street, lequel marche sur un budget d'1 million de dollars et dont les actions, émises à 1000 dollars, en valent aujourd'hui 25 000. En outre, sans parler de ce numéro du 1er avril, la Tribune publia les 6 noms sur une liste spéciale que ses agents distribuèrent à profusion jusque dans les plus lointaines bourgades de la République des États-Unis. Voici, dans l'ordre où le sort les avait désignés, ces noms qui allaient courir le monde pendant de longs mois au milieu d'extraordinaires péripéties dont n'aurait pu se faire une idée le plus imaginatif des romanciers de France. Max Réal, Tom Crabb, Herman Titbury, Harris T. Kimball, Lizzie Wagg, Hodge Hurricane. On le voit, de ces 6 personnages, 5 appartenaient au sexe fort et un seul au sexe faible, si tant est que cette qualification puisse se justifier lorsqu'il s'agit des femmes américaines. Wow, burn! Comment, Jules? Cependant, la curiosité publique ne devait pas être entièrement satisfaite à la première heure. Quels étaient les porteurs de ces 6 noms? Où demeuraient-ils? À quelle classe de la société appartenaient-ils? La tribune ne put tout d'abord en informer ses innombrables lecteurs. Et même, étaient-ils encore vivants à cette époque, les élus de ce scrutin posthume? I should have pronounced the S. Et même, étaient-ils encore vivants à cette époque, les élus de ce scrutin posthume? Cette question s'imposait. En effet, la mise en urne des noms datait de quelque temps déjà, de quelques mois, et en admettant que personne de ceux que le sort avait désignés ne fût décédé, il se pouvait qu'un ou plusieurs eussent quitté l'Amérique. D'ailleurs, s'ils étaient en mesure de le faire, et bien qu'ils n'eussent point été consultés à ce sujet, ils viendraient prendre place autour du char, sur cela nulle hésitation. Était-il supposable qu'ils répondissent par un refus, qu'ils ne se rendissent pas à l'invitation bizarre mais sérieuse de William J. Hepburn, excentrique au moins après son trépas, qu'ils renonçassent aux avantages que leur réservait à n'en pas douter le testament déposé dans l'étude du maître Thornbrook? Non, ils seraient tous là, car ils pouvaient avec juste raison se considérer comme les héritiers de la grosse fortune du défunt, et l'héritage échapperait certainement aux gourmandes convoitises de l'État. Et on le vit bien lorsque 3 jours plus tard, les 6, sans même se connaître, parurent sur le perron de l'hôtel de Lassen Street, devant le notaire, lequel, après avoir constaté l'identité de chacun, remit entre leurs mains les guirlandes du char. Aussi, de quelle curiosité ils furent l'objet, et de quelle envie également. Par ordre de William J. Hepburn, tout signe de deuil devant être proscrit de ces extraordinaires funérailles, ils s'étaient conformés à cette clause publiée dans les journaux. Ils avaient revêtu des habits de fête, habits dénotant par leur qualité et leur coupe que ces personnages appartenaient à des classes de la société fort différentes. Voici dans quel ordre ils furent placés. Au 2e rang, Herman Titbury à droite, Hodge Hurricane à gauche. Au 3e rang, Harris T. Kimball à droite, Tom Crabb à gauche. 1000 hurrahs les saluèrent lorsque ces dispositions eurent été prises, hurrahs auxquels les uns répondirent par un geste aimable et auxquels les autres ne répondirent pas. Et c'est ainsi qu'ils s'étaient mis en marche dès que le signal eut été donné par le surintendant de police, et qu'ils avaient suivi pendant une 8aine d'heures les rues, les avenues, les boulevards de la grande cité chicagoise. Assurément, les 6 invités aux obsèques de William J. Hepburn ne se connaissaient pas, mais ils ne tarderaient pas à faire connaissance. Et qui sait, tant l'avidité humaine est insatiable, si c'est... Wow, I completely messed up this sentence. Let's try again, third time lucky. Et qui sait, tant l'avidité humaine est insatiable, si ces candidats à la future succession ne se considéraient point déjà comme des rivaux, et s'ils ne craignaient pas qu'elle ne fût dévolue à un seul héritier au lieu d'être partagée entre 6.
On a vu comment s'accomplir ces funérailles, au milieu de quel prodigieux concours du public elles déroulèrent leurs pompes, depuis la Sun Street jusqu'au cimetière de Oxwood, de quels morceaux de chant ou d'orchestre qui n'avaient rien de funèbre elles furent accompagnées, et de quelles joyeuses acclamations sur le parcours du cortège. Wow, I added something that wasn't there. Et quelles joyeuses acclamations sur le parcours du cortège furent poussées en l'honneur du défunt. Et maintenant, il n'y avait plus qu'à pénétrer dans l'enceinte des morts et à déposer au fond de son tombeau pour y dormir d'un éternel sommeil, celui qui fut William J. Hippobone de l'Eccentric Club. Et voilà la fin du chapitre 2. So, that was interesting. We've had chapter 1, the funeral procession through Chicago, and lots of lists that didn't seem all that relevant, but I think, as I said, this was Jules Verne passing time and entertaining himself, so he probably had quite a lot of fun just making it as long as he could. Chapter 2 gave us a bit of background on the dead man and a little bit of, I don't know, explanation of his eccentricity, I guess. So, as I said, I have no context for this book, but we're starting to get hints, maybe the 6 people that have been randomly chosen to carry his body or be around his cart on the way to the cemetery. I'm having a feeling maybe these will be the main characters in the story. I don't know. But we'll do chapter 3 maybe tomorrow. And that's it for now. Like, comment, and subscribe. If you like the idea of me reading out some French stories, but this one doesn't float your boat or it's too long, please do let me know. I can have a look at what else I could read. I do have some translations of books that you might already know in English, so, you know, if that's something that you'd like, because then you'll know the story, I can have a look and see if that's a possibility as well. And have a lovely morning, afternoon, evening, depending on when you're listening to this. And I'll see you in another video. Bye!